Alors, le sujet piquant, la visite vétérinaire. Alors, je rappelle que je ne suis pas vétérinaire, que je suis là juste pour vous parler de mon vécu, de mon expérience, que mon but, c'est de vous donner des cartes, des inspirations, des idées, ma vision, et qu'après, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Donc, en aucun cas, ça doit changer une quelconque décision ou c'est fait pour induire quoi que ce soit. Ma vision sur la visite d'achat, c'est que il faut déjà comprendre que tout ça, ce sont des histoires d'argent. C'est-à-dire que quand on assure un cheval, on assure une valeur. C'est assez horrible, mais la loi considère le cheval un petit peu comme un bien, comme une voiture. Et donc, en fait, les assurances calculent un taux de risque, comme de l'art, en fait, comme quand ils doivent assurer un tableau, calculent un taux de risque sur un montant. Donc, un cheval est un montant. Quand vous achetez un cheval 10 000 € et que vous l'assurez pour 10 000 €, vous allez payer un certain chiffre, idem pour 30 000, idem pour 100 000, idem. Bon. Donc, en fait, on parle de protéger un montant. Quand on achète un cheval, l'idée première pour tout amateur, c'est d'avoir un cheval en bonne santé, c'est de ne pas avoir d'ennui, c'est de faire un bilan. Et c'est une étude de risque. En revanche, pour des professionnels qui vont acheter un cheval et mettre une certaine valeur dans le cheval, si leur but est soit d'investir, soit à un moment de revendre, donc indirectement d'investir, ou de faire une étape avec le cheval et à nouveau de revendre, ça va être de protéger la somme. Et donc, c'est là que rentre toute la complication de celui qui a le plus grand parapluie ou parachute, ou je ne sais pas comment on dit ça, de protéger des sommes. Donc, on en vient à faire des examens un peu idiots sur des chevaux, parce qu'en fait, il faut pouvoir protéger sa mise. Ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose, c'est que par contre, il y a un effet vraiment pragmatique, c'est que, exactement comme nous, on ferait un bilan médical, certains d'entre nous ont des vraies entraves à pouvoir faire du sport sereinement. Donc, moi, si on me faisait une visite vétérinaire, j'aurais sans doute, une visite médicale, j'aurais sans doute plusieurs remarques. Je ne sais pas à quoi ressembleraient mes radios du dos, mais j'aurais sans doute plusieurs remarques parce que ça ne doit pas être nickel. J'ai fait beaucoup de chutes, voilà. Mais par contre, j'ai une grande mobilité, je ne me sens pas mal dans mon corps et je suis apte au sport dans mon fonctionnement. Et vraiment, s'il y a un truc que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que le fonctionnement, ça, c'est vraiment la priorité. Il y a des images, des radios qui sont horribles avec des gens qui fonctionnent au top et des radios qui sont nickel où on se dit la visite est super avec un fonctionnement qui n'est pas idéal. Et quand je dis fonctionnement, je ne parle pas simplement du bed test des flexions où on regarde si le cheval boite ou boite pas. Je vous dis, est-ce que à la longe et en liberté, le cheval fonctionne avec tout son corps sereinement? Est-ce que tous ses muscles s'emploient? Est-ce que tous ses fascias bougent? Je trouve ça presque plus important de voir comment il est développé musculairement, comment est-ce qu'il se déplace et comment il fonctionne, comment est-ce qu'il respire, que tout le reste. Bon, c'est un peu vite dit, mais un truc comme ça. Donc il y a plusieurs choses. C'est d'abord le fonctionnement. Ensuite, bien sûr que si j'ai de l'arthrose, je sais pas moi, dans le genou, je risque d'avoir une usure prématurée de ce genou. Et si mon but c'est de faire du tennis encore pendant 15 ans, ça risque d'être problématique où je vais devoir adapter les soins. L'adaptation des soins fait partie de l'étude de risque. Ça peut faire partie du calcul. Donc en fait, une visite vétérinaire, elle n'est pas là. On pense que du coup, le vétérinaire, il va dire c'est bon, c'est pas bon, c'est apte au sport, c'est pas apte au sport. Oui, bon, il y a certaines personnes qui vont se positionner comme ça, mais à la base, c'est une étude de risque. C'est le cheval est en très bonne santé. En revanche, là, il y a une radio qui est pas nickel, c'est quelque chose à surveiller. Les risques sont ça, ça, ça et ça. Là, c'est un cheval qui a 12 ans, il a déjà fait du sport. À cet endroit, il y a une petite faiblesse. C'est une zone qu'il faudra accompagner en acupuncture. Moi, jusqu'à présent, je travaille quand même vraiment beaucoup avec des médecines parallèles. C'est en fait faire le bilan du cheval. C'est connaître ses points forts, ses points faibles et savoir comment lui donner du confort avec de la phyto, avec de l'acu,
Alors il y a d'autres moyens. Moi, pour l'instant, j'essaie de rester concentrée sur ce type de soins. Mais par contre, bien sûr que pour des sportifs, il y a ces systèmes d'infiltration. Je n'ai pas envie de les exclure. Ce que je n'aime pas, c'est ce qui en est fait aujourd'hui. C'est qu'il y a de l'abus dans le fonctionnement. Il y a des infiltrations qui sont faites et qui ne sont pas dites. Enfin, voilà. Bon, l'idée, c'est pas de rentrer dans un débat trop politique. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la visite vétérinaire, quand il y a un investisseur qui va mettre de l'argent, qui doit récupérer cet argent, il est important que la visite vétérinaire soit bonne, parce que derrière, il va y avoir des assurances, il va y avoir des contrats qui vont faire que la somme doit être protégée. Mais que même dans ces cas-là, on peut évaluer un risque. C'est quelque chose qui sera noté. Et quand on est amateur, c'est pas qu'il n'y a pas une somme à protéger, c'est qu'on va envisager les choses différemment. Il n'y aura sans doute pas cette question-là. Il y a qu'est-ce que je veux faire avec le cheval, comment est-ce qu'il va physiquement aujourd'hui, quel est son fonctionnement. Là où moi je trouve qu'aujourd'hui le milieu manque de transparence, c'est quels sont les soins qu'il a déjà reçus, quels sont déjà les accidents et pathos qu'il a déjà eus. Pourquoi ça manque de transparence ? Alors l'idée c'est pas d'accuser le milieu en disant ah bah oui, manque de transparence. Pourquoi un manque de transparence ? Parce que quand on dit à quelqu'un ah bah j'ai ce cheval, il est super, voilà, par contre il a déjà vécu ça, on a dû le traiter de telle manière, mais les gens ont peur. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et donc c'est un manque de connaissances. Moi personnellement, je me suis déjà luxé l'épaule. Bon, je sais pas pourquoi je prends l'exemple de la luxation d'épaule, mais c'est ce qui me vient. Mon épaule est remise, je vais faire du sport encore des années, tout va bien. Un cheval sans histoire, ça n'existe pas. Bien sûr, il y a le poulain. Moi, quand on achète un poulain, là, il est né. Il est né tout seul, j'ai pas dû intervenir. Il a tété tout seul, j'ai pas dû intervenir. Il a eu sa première sortie, il n'y a pas eu de souci. C'est un groupe de juments, c'est toujours les mêmes juments ensemble, donc il n'y a pas eu de baston. Je suis pas là H24 pour voir si le cheval il a pas glissé une fois, mais un bébé qui ne glisse pas, qui ne se lève pas, enfin qui tombe, qui se lève pas, qui tombe, ça n'existe pas. Elles vivent, tous les chevaux vivent. Et donc il s'agit d'avoir une observation et un suivi adapté, pouvoir dire aux gens, voilà, moi à ma connaissance aujourd'hui, ce cheval il est en pleine santé. Un vétérinaire peut venir attester que le cardio est nickel, que la respi, etc. Les aplombs sont bons, le poulain va bien. Bon, jusque-là, on est au poulain. Après, ils ont 3 ans. Comment s'est passé le débourrage ? Est-ce que le cheval a déjà chuté ? Est-ce qu'il y a eu un souci ? Est-ce qu'il s'est battu ? Pareil, un cheval sans histoire, qui n'a jamais ouvert son pré, qui n'a jamais atterri dans le pré du voisin, qui ne s'est jamais pris un peu la tête avec le voisin, ça existe sans doute, c'est rare. Et le milieu manque de transparence. Je pourrais vous raconter des histoires pas très jolies, mais bon voilà, moi j'essaie vraiment de travailler avec le plus de transparence possible sur qu'est-ce qu'ont vécu les chevaux, et comme jusqu'à présent je les ai quand même tous achetés très très jeunes ou fait naître, c'est facile vu qu'ils ont connu que moi et l'éleveur, si éleveur il y a eu. Et je bosse qu'avec des gens dont j'aime le travail, donc voilà. Mais je connais l'histoire des chevaux, mais quand on achète un cheval qui a, je sais pas moi, 10, 11, 12, 13, 14, 7, mais qui a été monté par plusieurs cavaliers, qui a déjà concouru, il sait passer des choses. Et donc, il y a la volonté de transparence, et puis il y a pouvoir à la transparence. Si le cavalier, il l'a que depuis 2 ans, il ne peut pas vraiment vous dire ce qui s'est passé avant. Ça n'est pas dans les mœurs de tout dire, ça n'est pas dans les mœurs d'être dans l'incertitude. Pourtant, acheter du vivant, parce qu'en fait, on fait bien ça, on achète du vivant finalement. À la base, vendre un animal, c'est bizarre, mais comme élever, ça coûte tellement d'argent, l'éleveur, il doit rentrer dans ses frais, vendre son service qui a été d'élever pour vous, un cheval qu'il a attendu, la jument, il l'a soigné, il a fait tous les suivis. Donc, il y a une notion de vente de service derrière. Donc, on va vendre un cheval, dont on va exprimer au mieux tout ce qui s'est passé, les soins qu'il a reçus, quels sont les risques pour ce cheval-là. S'il y a une remarque dans la visite vétérinaire, moi, je conseille vraiment, alors sur un poulain de sous la maman, on peut écouter le cœur. Bon, moi, les vétos, ils sont là tout le temps pour remplir les juments. Enfin, ça, je ferai un jour un truc sur ma vision de l'élevage, mais voilà, j'ai le poulain a pucé, donc on le check, le poulain, donc là, ça a un peu moins de sens. Mais par contre, quelqu'un peut venir... moi, de toute façon, la question est toujours posée. Est-ce que vous voulez faire une visite ? Et je suis même plus rassurée de signer un contrat où un véto est venu faire la visite, à checker, le poulain va bien, ok, le poulain va bien. On peut commencer à faire des radios, pour ceux qui ne le savent pas, à partir ou un petit peu avant des 2 ans, où là, les radios vont commencer à être pertinentes, même si elles vont évoluer.
Sur un poulain, on ne peut pas. Et en fait, en fonction de ce que vous trouvez sur les radios, là, vous pouvez avoir une perte de valeur ou un besoin d'intervention sur le cheval. Ce qui est pour un éleveur un peu redoutable dans le sens où vous pouvez avoir élevé un poulain qui valait 10 000. Finalement, il y a 4 OCD, il y en a pour 2 500 € d'opération selon la clinique. Je vous invente un peu les chiffres, mais il me semble que moi, j'avais payé 2 000 la dernière fois. Vous faites la visite vétérinaire, ça vous coûte, je sais pas moi, 600 € pour toutes les radios, ou 500, et puis après vous emmenez le cheval en clinique, et du coup là vous commencez à être à perte. Sur de l'OCD, certains OCD ne poseront jamais de problème, d'autres, là moi je pense ça, j'ai pour l'instant eu qu'une seule pouliche qui avait des chips, hein, on appelle ça, et que j'ai fait retirer, ça s'est super bien passé, ça a été pris tôt et tout, c'était nickel, le chirurgien a fait du top boulot, et je pense que vraiment ceux-là, il fallait les retirer. Donc là, c'était une analyse qui était intéressante. On s'est dit, ok, bah là, ça risque de poser un souci à un moment si ça rentre dans l'articulation. C'est un petit fragment d'os qui est avant l'articulation, mais qui pourrait migrer pendant la croissance du cheval et au travers de la vie. Et donc parfois, c'est plus intéressant de les retirer. Parfois, j'ai un de mes chevaux de tête qui en a un qui n'a jamais bougé, tout petit, qui ne posera jamais de soucis, où ça aurait été moins pertinent de le retirer. Chaque intervention est un risque. Chaque injection est un risque. On a tendance à l'oublier. Une castration, c'est un acte qui est très risqué. Et donc, parfois, ne pas intervenir est une bonne solution. Surintervenir n'est pas idéal. Enfin, tout ça pour dire que, oui, quand un cheval part à partir de 2 ans, il y a une visite qui est faite, plus ou moins importante selon la demande du client. Mais une visite, aujourd'hui, si on vous scanne tous, on passe tous à tout le monde aura quelque chose. La visite parfaite, moi je suis superstitieuse, je pense presque que c'est un mauvais signe, parce qu'en fait, on a tous une petite spécificité quelque part dans notre corps qui ne posera pas de problème. Pour la plupart d'entre nous, nous pouvons aller faire du sport. Celui qui ne peut pas, c'est important que nous puissions savoir. Il y en a un qui ne pourra pas, et il y en a un, parce qu'il aura, je sais pas de chance, des articulations un peu moins bien, un handicap, il va falloir jongler avec ça, mais il y a des personnes, des paras qui peuvent faire du sport de très haut niveau, mais il va y avoir besoin d'une adaptation. Il y a une étude de risque qui demande une adaptation, qui va peut-être mener à des frais. Et il y a aussi la possibilité que le cheval soit déjà sportif de haut niveau, je sais pas moi, il a 12 ans, sa visite est très bonne, par contre il y a une petite zone de faiblesse, on le sait, il est déjà à très haut niveau, cette zone-là, il faut en prendre soin par de l'acupuncture, c'est une zone qu'il faut continuer de chouchouter. Eh bien ça c'est quelque chose qui doit être su, qui doit être transmis, qui doit être évalué, et ça fera partie des coûts de l'enveloppement du cheval. Mais penser qu'on peut acquérir un cheval et qu'il n'y ait pas de coût d'enveloppement, moi personnellement, ce qui me coûte le plus cher dans les infrastructures après le foin, ce sont les soins. Et pourtant, voilà, de l'acupuncture, une personne qui fait de l'énergétique, du shiatsu, une personne, on va dire, qui est ostéophysio, mais ça, pour chaque cheval, très régulièrement, et pour moi également, ça a un coût. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Et quand vous voulez faire du sport de plus haut niveau, et qu'on va avoir une grande sollicitation physique et émotionnelle, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on pourrait faire une intervention là-dessus aussi, eh bien il va falloir chouchouter le corps, il va falloir chouchouter l'esprit, et donc ces soins-là sont des soins de prévention qui pour moi sont d'ailleurs même plus économiques à mettre en place que de ne pas les mettre en place. Je ne sais pas si tout est clair, parce que du coup, la prévention, le fait que les chevaux vont bouger beaucoup, le fait qu'il y aura moins de risques parce qu'ils ne seront pas ferrés dans mon système, que je vais soigner mon travail, le faire de manière plus éviter les accidents, la progressivité, être à l'écoute, faire tout de mon mieux pour que la sollicitation physique soit progressive et saine. Bon, il y a des choses, on ne peut pas y échapper, hein. J'ai eu une complication de castration, bah ça voilà. C'est arrivé, j'en ai eu 2 exactement, donc je pourrais aussi faire un podcast là-dessus. Mon suite, lui, il est entier, il a fait des bêtises dans ses paddocks, il a chuté, il a passé sa patte à Jardy par-dessus la porte du box, il a fait des petites bêtises comme ça qui ont pu créer un mal temporaire, même si ce n'est pas des choses qui vont persister, qui vont durer. Mais ok, l'étalon qui n'a jamais fait de bêtises, c'est, voilà, de nouveau, ça n'est pas vrai. Mais par contre, de par tout ce système de prévention et tout ce système de soins,
j'évite quand même beaucoup de choses qui pourraient s'installer. Beaucoup d'usures prématurées, beaucoup de gestes répétés sur un déséquilibre qui pourrait mener à de la douleur et un jour à une inflammation et un jour à plus de problématiques. Donc vraiment, soignez la peau d'eau, soignez la posturo. Quand vous achetez un cheval, vous faites le bilan du cheval, oui, faites une visite, oui, mais voyez-la comme une étude de risque. Si vous aimez vraiment le cheval, moi vraiment ça m'aide. Alors déjà, j'ai acheté un paquet de chevaux sous la mer où là vous faites pas de visite, c'est Pokerland, mais bon, vous flashez sur le cheval et puis le cheval qui a 2 ans, il a des chips, ça se retire. Enfin, il n'y a pas non plus des méga grands scoops. Il peut, vous pouvez ne pas avoir de chance. Il y a toujours l'histoire où la personne n'a pas eu de chance. Je vais toucher du bois, moi jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Et par contre, à 2 ans, et après, oui, on fait une visite, on fait un bilan. Est-ce que s'il y a une petite remarque, on n'achète pas le cheval ? Moi, Fidji, il était très naviculaire à 2 ans. C'est des radios qui ont été prises quand il était jeune. C'était vraiment discutable. Quand je l'ai eu à 7 ans, les radios étaient similaires à ces 2 ans et elles n'ont jamais plus bougé. Donc un cheval qui aurait été reconnu, en naviculaire on pourra en parler, mais reconnu pathologique à 2 ans, de par le fait que la radio n'a jamais évolué alors que maintenant il en a 15, il n'est pas naviculaire, ça n'est pas le terme. Il aurait dû avoir une dégradation. Donc en fait, oui, l'os a des petites aspérités. Depuis toujours, il fonctionne avec ça ne lui a jamais posé de soucis, il n'y a pas une dégradation, il n'y a pas un mauvais fonctionnement, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas eu de soins en fonction de ça. Mais parce que j'ai soigné la peau d'eau, que j'avais une super véto qui m'a dit « t'inquiète pas, tu n'auras jamais de soucis, fonce », qui savait faire la différence, c'est pas mon cas, entre les différentes possibilités de ce qui est appelé naviculaire, parce que naviculaire ça reprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la visite de ce cheval, l'os n'a pas bougé, on peut le prouver, il n'y a aucune autre remarque, c'est un cheval qui est en parfaite santé, qui peut courir demain, qui n'a jamais boité de ça, il n'a jamais eu de souci de ça. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de la relativité à avoir. Oui, à 2 ans, il y avait un risque, ils ont dû se dire, moi je ne le connaissais pas à 2 ans, mais tiens, pas parfait. Quand ils l'ont vendu à 4-5 ans, ils ont dû se dire, ils vont un peu moins cher parce que là, pas parfait. Et puis à 7 ans, moi je l'ai acheté, en me disant, c'est pas parfait, mais ça va y aller. Et évidemment, je ne l'ai pas acheté très cher à cause de cette remarque, qui n'a jamais posé de soucis. Donc il y a des choses qui vont être rédhibitoires. Moi, il y a des remarques où j'ai des élèves qui me disent, écoute, j'ai vraiment flashé sur ce cheval-là, mais il y a ça, qu'est-ce que tu penses ? Quand je sais, je réponds. Quand je ne sais pas, je demande aux personnes avec lesquelles je travaille ou je dis, je ne sais pas. Connaître ses limites, c'est essentiel. Mais il y a des choses où je sais que non, là, j'y vais pas. Là, pour moi, il y a un risque vraiment. Et comme mon but, c'est de faire du sport, ou mon élève me dit, moi, mon but, c'est d'aller faire du sport, je lui dis, écoute, là, moi, à ta place, j'irai pas. Entre la somme que tu vas mettre et le risque, pour moi, là, il faut pas y aller. C'est assez rare que je dise ça, parce que la plupart du temps, ce cheval-là, il a un dos qui est pas parfait, ça on va pouvoir compenser. Il a quel âge ? Ok, il est très gentil, il va faire ça, ok. Est-ce qu'il est déjà bien dans son fonctionnement ? Ok. Qu'est-ce qu'il a déjà reçu comme soin ? Pas pour l'instant rien, ok. Mais ça peut fonctionner, la vraie réflexion peut fonctionner au plus les gens seront à même d'ouvrir la réflexion quand ils achètent, de moins s'inquiéter. Alors je ne dis pas acheter tous les chevaux, mais d'ouvrir la réflexion, de comprendre que c'est une étude de risque. De comprendre à quoi sert la visite. Elle sert à protéger l'acheteur, elle sert à protéger le vendeur, elle sert à ce que tout soit dit. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle vice caché, ça n'est pas un vice que le vendeur cache, c'est quelque chose qui n'a pas été dit. Mais le vendeur, il peut ne pas dire un truc qu'il ne sait pas. Moi, un poulain qui arrive à 2 ans et on me dit finalement il avait 2 OCD, quand il est poulain, je ne sais pas qu'il a 2 OCD. Bon, en l'occurrence, ça c'est pas un vice caché, mais il peut y avoir des choses qu'on ne sait pas. C'est même la personne de la meilleure foi du monde ne pouvait pas savoir. Et donc après, il y a des débats juridiques, vu qu'en fait, dès qu'il y a de l'argent, il y a une possibilité de débat. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc quand on fait une visite, ça protège le vendeur et ça protège l'acheteur. De manière à dire, voilà, il y a ça, les choses sont dites, vous achetez en âme et conscience ce cheval. C'est un état des lieux. En revanche, est-ce qu'il faut laisser la décision complètement fermée quand tout n'est pas parfait ? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et je pense que là, pour le bien-être de tout un tas de chevaux, les esprits peuvent un peu s'ouvrir. Moi, ça m'est vraiment arrivé quelques fois d'acheter des chevaux qui me plaisaient vraiment. Et il y avait une remarque. Oui, ok. Mais moi, si on me faisait ma visite sur moi, il y aurait une remarque.
Et j'ai vu des chevaux courir, enfin d'ailleurs je ne connais pas de chevaux de haut niveau qui n'ont aucune, zéro remarque, enfin, des visites parfaites où dans une carrière on n'en voit vraiment pas beaucoup, parce qu'il y a toujours un petit truc. Et puis des sportifs de haut niveau qui n'ont rien, c'est très rare, il y a souvent un petit truc. Donc l'idée c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner le cheval, le connaître au mieux pour partir avec une base d'état des lieux sur lequel on va construire ensuite tous les soins qu'il y aura autour et toute l'équipe qu'il y aura autour du cheval pour être le plus pertinent et prendre une décision en conscience. Voilà. Donc, exit, le truc trop binaire, je pense que non, ça on peut pas demander à du vivant d'avoir la perfection d'un fichier Excel, ça n'est pas possible. En revanche, c'est important de comprendre pourquoi la visite existe, à quoi est-ce qu'elle sert, comment est-ce qu'il faut l'appréhender et avoir des personnes vraiment bienveillantes autour qui vont dire écoute, oui, moi j'irai, non, moi j'irai pas parce que j'ai déjà vécu ça et il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et se respecter. Quand on est inquiet, qu'on ne le sent pas, il ne faut pas y aller. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand vous êtes serein et que vous vous dites ah oui, non mais moi ce cheval il me plaît vraiment, il n'y a que ça, non mais ça je vais gérer, c'est sûr, parce que moi ce que je veux faire c'est ça et ça va y aller, et ben alors foncez. De nouveau, écoutez-vous et faites-vous bien accompagner. Alors, dans le milieu, il y a des histoires tristes, il y a des chevaux, il y a parfois des... C'est quand même un truc que j'aimerais dire. Je ne sais pas très bien comment le dire, mais parfois, il est intéressant pour la personne en face de vous de dire « Ah ben non, ne prends pas celui-là, prends plutôt celui-là. » Parce que quand... alors, il y a des personnes qui travaillent avec des commissions qui sont dites, ce serait le sujet d'un autre... podcast, je pense que je ferai des commissions. Il y a des commissions qui sont dites et il y a des commissions qui ne sont pas dites. Quand on est cavalier, dresseur ou dans ce milieu et qu'on trouve un cheval de valeur pour quelqu'un, nous sommes commissionnés, exactement comme un agent immobilier le serait. Une commission normale est de 10%. C'est quelque chose de sain. Quand il y a plusieurs professionnels, on peut diviser la commission. Il y a plusieurs choses qui se pratiquent. Il y a des gens qui veulent plus de commissions, moins de commissions. Il faut voir ça comme un carnet d'adresses. Plus vous avancez dans le milieu, plus vous avez connaissance des chevaux qui se vendent, plus vous pouvez accompagner quelqu'un pour qu'il cherche le bon cheval. Et donc vous allez faire tout le travail administratif, de recherche, de trouver le cheval idéal pour la personne. Mais par contre, vous serez payé de ça. Il y a des personnes qui le disent, il y a des personnes qui ne le disent pas. C'est encore un petit peu flou. Moi, c'est un truc que j'ai toujours dit, dire écoutez, est-ce que vous voulez que je vous accompagne dans la recherche de votre cheval ? Si je fais simplement du conseil, je vous demande autant par visio de séance. Parfois, je le fais gratuitement pour des gens que j'ai suivis et que voilà, et ça m'amuse. Et parfois, par contre, je cherche le cheval, je trouve le cheval, et alors on est payé 10% d'un côté ou d'un autre en fonction de ce qui est négocié. C'est des choses qui se négocient, et il y a des personnes qui en parlent franchement, d'autres un peu moins. Bon, ça fait partie du milieu. Par contre, certains vont vous dire non, ne prends pas celui-là, sans vous avouer qu'en fait, ils vont vous conseiller l'autre pour toucher une commission. Et vont vous déconseiller le cheval. Donc vraiment, ça fait partie du métier. Quand vous êtes conseiller, quand vous trouvez la bonne voiture, tout le monde doit gagner sa vie. Cette histoire de commission, j'essaierai d'en reparler. L'idée n'est pas du tout de la diaboliser. Ça fait partie de notre métier. Au fur et à mesure qu'on avance, on connaît du monde qui a potentiellement le cheval idéal pour telle personne. Ces deux personnes ne pourraient pas se rencontrer sans nous. Et donc, on va avoir un rôle de conseil, d'accompagnement, et on va trouver le bon cheval pour la bonne personne qui n'aurait pas trouvé ce cheval-là. Sinon, elle va être hyper heureuse et on aura un rôle important. Et voilà. Et donc, ça peut être une très belle histoire. Par contre, il faut savoir que ça existe et que donc, parfois, autour de vous, vous allez être conseillé, mais plutôt par intérêt. Et ça, il faut arriver à le remarquer et dire, écoute, je sais pas moi, Marc, tu me dis de pas acheter ce cheval-là et d'aller voir ce cheval-là. Mais c'est parce que tu voudrais que je prenne ce cheval-là parce que ça t'intéresse plus. Enfin, je sais pas comment vous pouvez amener ça de manière un peu fin et comprendre et éventuellement proposer à la personne de la rémunérer pour le conseil, vu qu'en fait, c'est toujours une histoire où tout le monde doit gagner sa vie. Mais entourez-vous de personnes qui vont être transparentes. Oui, je gagne de l'argent si tu achètes ce cheval-là parce que je te l'ai trouvé. C'est mon métier, c'est un rôle d'intermédiaire, exactement. Un peu comme un agent immobilier. Ça existe, ça fait partie de notre boulot, ça doit être dit. Mais du coup, certaines personnes vont discréditer un cheval pour orienter vers un autre cheval sans prendre en compte finalement vous. Il y a certaines personnes qui sont plus intéressées par le gain que de prendre vous en considération. Et ça, c'est non.
Bon, pareil, il faut être un peu culotté pour sortir des podcasts comme ça. Faites-en bon usage. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. À tout bientôt.